Dans cette vidéo, nous allons regarder parmi tous les outils de la gouvernance partagée ce qui concerne les rôles et leur clarté. Définir des rôles clairs, c'est structurer le qui fait quoi dans l'organisation. C'est permettre l'autonomie de chacun parce que si je sais ce qui est attendu de moi, si je sais quelles sont mes prérogatives, si je sais jusqu'où je peux aller avant de porter préjudice aux autres rôles qui ont aussi cette liberté d'action, eh bien, il est important que je connaisse bien le périmètre de ma fonction ou de mes fonctions. On verra que là aussi, dans ces organisations, en général, une personne n'a pas qu'un seul rôle, elle en a un certain nombre. Voilà. Donc, on va regarder cette définition des structures, on va regarder comment ça s'organise, on va regarder quelques avantages, quelques limites en comparaison des processus, des structurations plus pyramidales. Alors, comment définir des rôles clairs ? Les rôles clairs sont un des aspects de la gouvernance partagée. On verra les autres dans d'autres milieux. Dans celui-ci, je voudrais effectivement clarifier les points clés qui permettent de réfléchir à ce qu'est une organisation horizontale, comment on définit les rôles de chacun pour que ce soit plus fluide et efficace. Alors, on va partir de ce qu'on connaît, c'est des organisations pyramidales. Dans ces organisations-là, on voit que, on a l'habitude de considérer une hiérarchie des rôles avec des différents niveaux, avec des chefs, des chefs de chefs, un patron tout en haut qui décide qui est propriétaire de l'entreprise ou qui est le directeur de l'entreprise et qui prend l'ensemble des responsabilités et parfois l'ensemble des décisions. C'est plus ou moins délégué, il y a plus ou moins de partage des responsabilités. La logique, c'est, on a l'habitude aussi en GPEC, en gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de définir des fiches de poste. Chaque individu a un poste bien défini qui lui donne une place dans l'organigramme. Voilà, on voit que la plupart du temps, une petite case correspond à un individu, c'est une fiche de poste, ça correspond à une mission et des activités dans l'entreprise. Dans les organisations plus horizontales, on va avoir une horizontalité de la hiérarchie qui va se mettre en place. On va être sur un fonctionnement par cercle. Il faut imaginer le cercle comme étant à plat par rapport à la pyramide, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus des autres. Il peut y avoir des gens plus ou moins centraux, il peut y avoir des gens qui ont des rôles plus ou moins importants ou avec plus ou moins de responsabilités. Mais l'idée, c'est que une personne égale différents rôles. Ce n'est plus une personne, un rôle, ce n'est plus une personne, une fiche de poste, et on n'est plus responsable marketing, on n'est plus commercial, on n'est plus technicien, on n'est plus secrétaire ou je ne sais pas quoi. C'est qu'on a des missions à accomplir dans la structure qui sont plus ou moins cohérentes, plus ou moins attachées à une même équipe, ou plus ou moins diffuses dans l'organisation, appartenant à différents cercles. Ça, c'est une des dimensions, une des différences fondamentales avec les structures horizontales, c'est que une personne peut avoir plusieurs rôles, avoir différentes casquettes sur la tête. Alors, l'importance de ça, comme si ce bonhomme vert, il peut se retrouver avec différentes casquettes dans différents cercles, il va falloir clarifier exactement où il est et qui fait quoi et qui décide de quoi. Donc, on va avoir besoin de définir une structure claire qui permet de distribuer les responsabilités, qui permet de distribuer les délégations, qui clarifie où chacun a une responsabilité et comment il va l'exercer. Alors, on va le définir un petit peu plus tard sur qu'est-ce qu'un rôle et comment on définit ça. Je voudrais, avant ça, rester sur cette logique de passage d'une logique pyramidale à une logique de cercle et de réfléchir et d'illustrer comment on fait ce changement-là et comment on réfléchit. Si on prend une structure pyramidale classique, un organigramme classique, voilà, il y a un directeur, il y a deux sous-directeurs, et puis il y a différentes branches où il y a différentes personnes. Les verts dépendent de celui-là, les bleus sont rattachés à la direction, les gris, bon, voilà. C'est classique, peu importe.
Une structure en cercle va reprendre un petit peu cette structure-là, mais va définir des niveaux de cercle différents. Par exemple, on va avoir un cercle comité de direction qui reprend le directeur et les trois responsables. On va avoir ensuite, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est directeur et puis c'est tout, retrouver un fonctionnement en fiche de poste, on va rajouter à ça que une personne peut avoir différentes casquettes. Donc, la personne qui était là avant peut avoir différents rôles et peut avoir différentes casquettes et du coup être dans le pilotage, dans le cercle de pilotage rouge là, mais peut avoir des rôles aussi dans d'autres cercles de l'organisation. Chacun va pouvoir avoir des rôles clairs. Donc, ainsi, chacun a plusieurs rôles, mais de manière très claire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une place dans l'organigramme, on va attribuer des casquettes aux différentes personnes. Plusieurs personnes pouvant avoir le même rôle sur une activité. Par exemple, il y a plusieurs commerciaux dans la structure, voilà, mais peut-être avec des secteurs différents. Et puis peut-être qu'un des commerciaux a en plus une mission technique, ou un autre a une mission dans un groupe de projet, ou un autre est référent. Voilà, on peut avoir des responsabilités. Par exemple, il représente les personnels, ou il est référent informatique pour l'équipe, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, des casquettes qui viennent se surajouter, comme on le voit dans les structures pyramidales classiques, où quelqu'un peut avoir des missions que ses collègues n'ont pas, où on peut affecter des tâches supplémentaires à quelqu'un, voilà, on peut être pilote d'un projet, on peut être membre d'un groupe de travail, on peut faire de la recherche et développement par ailleurs. Voilà. Donc on va essayer de faire on va s'atteler à faire cette bascule d'un fonctionnement où chacun a des rôles d'un fonctionnement où chacun a une place dans la hiérarchie à un fonctionnement où chacun a des rôles. Alors, réparti comme ça peut paraître compliqué. On va voir que tout l'art consiste effectivement à mettre les cercles et à les structurer de la bonne façon. Alors, avant ça, je voudrais illustrer un autre point, c'est que bien souvent, quand on regarde la logique classique GPEC, on a un individu, une personne vivante, il n'a pas l'air très vivant celui-là, mais il l'est, et on a une fiche de poste qui est standard et qui est assez théorique. Et on voit que la personne remplit plus ou moins sa fiche de poste, c'est-à-dire il y a des secteurs qui sont pas remplis. Par contre, il fait des trucs en plus qui sont pas tout à fait prévus, mais parce qu'il aime bien ou parce que ça n'a pas été prévu, mais il faut le faire quand même, etc. Ce qui fait que quand on met côte à côte les fiches de poste et quand on met par-dessus, alors on a l'ensemble de l'activité de la structure, et quand on met par-dessus les différents individus qui occupent les postes, bah, ça donne quelque chose comme ça, avec des gens qui sont un peu qui ont des grosses missions qui sont un peu centrales dans l'organisation, d'autres qui ont des rôles plus petits, d'autres qui ont des rôles très bancals, des cases qui sont pas pourvues. Voilà, il y a des entreprises où bah il y a personne, des fois des chevauchements où ils sont deux à faire un peu la même chose. C'est un peu chevauché, c'est un peu disparate. Il y a des gens qui font des trucs qu'ils devraient vraiment pas faire, qui sont en dehors du cadre. Voilà, ça c'est assez classique des structures traditionnelles. On voit ça partout, c'est banal parce que c'est la différence entre le prescrit et le réel, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Voilà. Simplement, c'est pas très commode. Et effectivement, si on demande à ces gens-là de devenir autonomes, de prendre des responsabilités, ils vont vite se marcher dessus parce que ils se marchent dessus déjà en vrai. Ce qui permet de sauver la situation dans les organisations classiques, c'est qu'en général, il y a une hiérarchie qui coordonne et qui est là pour arbitrer, qui est là pour mettre de l'ordre, qui est là pour parfois donner des directives très claires et les autres ne sont plus qu'exécutants et ça va mieux. Voilà, là, on évite ça, non pas pour éviter qu'il y ait des chefs qui coordonnent, parce qu'on va voir qu'on a besoin de leaders dans les cercles, mais pour permettre aux collaborateurs de
d'avoir des cadres plus clairs dans lesquels ils peuvent s'épanouir, et qu'est-ce qui va être épanouissant là-dedans? C'est qu'ils vont pouvoir, là où ils sont, prendre des initiatives, définir un peu leur style de travail, leur cadre de travail, leur méthode. Ils vont pouvoir faire partie d'une équipe et décider en équipe, chacun apportant un bout de la décision ou un bout du problème ou un bout des informations qui permettent de résoudre le problème. Et ça va être du coup un travail plus riche et plus dans lequel on s'investit avec plus de plaisir parce que on peut s'y réaliser de manière plus forte. Alors, quand on passe de ça à une structure avec des rôles, on va se retrouver à découper le poste d'une personne, par exemple, en différents rôles, en différentes activités. On va voir qu'il y a des choses qui sont pas faites, on va peut-être les éliminer. On va nommer des choses qui sont faites en plus et on va créer des activités, on va créer des rôles. Alors, les rôles étant, enfin, les couleurs représentant un peu les rôles, avec plus ou moins de tâches, plus ou moins de cohérence, qui vont permettre d'occuper, enfin, ou de décrire tout ce que fait une personne dans la structure. Et puis, ces rôles-là, on va les répartir. C'est-à-dire que un salarié dans une structure en cercle peut, c'est pas obligé, mais il peut avoir différents rôles et donc appartenir à différents cercles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un cercle en holacratie? Eh ben, c'est un rôle qui a pris de l'ampleur et qui est divisé en sous-rôles. Voilà. Un cercle, c'est un grand rôle, c'est un rôle qui se subdivise. Par exemple, dans le cercle administratif, il y a la comptable, il y a la secrétaire, il y a le responsable informatique, il y a, je sais pas, d'autres rôles chargés de communication, par exemple. Voilà, c'est les fonctions support. Elles font partie d'un même cercle, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie du cercle des commerciaux ou de l'atelier ou de la recherche ou je ne sais pas quoi, ou un autre département. Il y a une cohérence, c'est un cercle dont la raison d'être est d'assumer les fonctions support de l'entreprise ou d'assumer la charge de réaliser les tâches administratives de l'entreprise. Voilà. C'est ça qu'on appelle un cercle, c'est un rôle dans lequel il y a des sous-rôles. Donc là, dans cette structure-là, on voit qu'il y a des gros cercles, donc des gros rôles avec plusieurs personnes. Il y en a des plus petits. Et puis, il y a aussi des rôles uniques qui sont pas dans un cercle parce que c'est des rôles autonomes. C'est des rôles qui sont occupés par une seule personne, qui ne se subdivisent pas. Ils peuvent être très importants en responsabilité, fondamentale pour l'activité de la structure, mais voilà, c'est ce qu'on appellerait un poste clé dans une organisation pyramidale. Là, dans une structure en cercle, ils sont directement dans le cercle principal, ils ne sont pas dans un sous-cercle. Les sous-cercles, on pourrait dire que ce sont aussi un peu, c'est des départements, c'est des services dans les organisations classiques, c'est des silos. Le fonctionnement en silo n'a pas bonne presse, mais voilà, c'est l'équipe qui s'occupe d'un projet ou voilà, qui a une activité ou c'est l'équipe qui s'occupe d'un pays, par exemple, une entreprise qui aurait un découpage par pays avec une activité internationale. Voilà, la France, l'Allemagne, la Belgique, bon, voilà, par exemple. Voilà, selon le secteur, ça prend des dimensions différentes. On peut voir là quelque chose qui est important aussi dans la structuration de l'organisation, c'est qu'on retrouve bien nos différents cercles, un cercle atelier, administratif, RH, commerciaux, le R&D, le SAV, par exemple, et puis des rôles centraux qui sont des petits rôles, et puis j'ai mis un rôle au milieu parce que des fois on a besoin d'un leader de cercle, on a besoin de quelqu'un qui représente l'ensemble de la structure. Ça peut être le patron, ou ça peut être un directeur, ou ça peut être un autre rôle qui est un rôle de représentation, par exemple.
Et puis, j'ai fait un cercle en pointillé qui représente un peu le cercle d'ancrage de la structure, c'est-à-dire que c'est le cercle des fondateurs initialement, par exemple, ou c'est quand on est dans une logique de transition, c'est le codir. Alors, il y a qui dedans? Il y a les petits rôles, il y a l'ex-directeur, le leader, et puis il y a aussi les représentants des différents cercles. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, il y a le patron de chaque département, de chaque service, il y a le chef de service. Donc, on a le chef de service, on a quelques fonctions centrales qui font partie de l'ensemble de l'activité. Et, voilà. Et là, dans ce cercle-là, on a l'essentiel de l'activité qui est représentée. C'est-à-dire, en fait, toute l'activité est représentée là. C'est ça qu'il faut comprendre dans le fonctionnement en cercle, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle des holarchies. Alors, c'est quoi une holarchie? C'est cette logique-là qu'on retrouve dans le corps humain, par exemple. On a un individu, un corps unique, il est complet, voilà. Dans ce corps-là, il y a des organes, les poumons, les reins, le cœur, par exemple. Le cœur est constitué, comme tous les organes, de molécules, de cellules plus ou moins grosses, etc., qui constituent l'organe. Donc, il y a des cellules de cœur, il y a des cellules de poumons, etc. Chaque cellule est composée, si on regarde à la loupe, d'un brin d'ADN qui le compose. Et puis l'ADN est composé d'atomes, de particules élémentaires. On peut descendre jusqu'au quark, jusqu'à l'échelle de Planck, etc., selon le besoin et la finesse de l'analyse. Donc, le brin d'ADN est composé de cellules, donc on peut retrouver la cohérence à l'intérieur du brin d'ADN. On peut retrouver les différents atomes qui se coordonnent dans un ensemble cohérent. Ce brin d'ADN on constitue l'élément constitutif des molécules. Les molécules ou les cellules constituent des organes. Les organes constituent le corps. Voilà. Donc, c'est cette division des fonctions qu'on va retrouver en entreprise, où on va bien avoir une seule entreprise, c'est un tout, et dedans, on va avoir, par exemple, le cœur, ça va être l'activité de production, les poumons, ça va être les commerciaux, les reins, le service après-vente, etc. Il y a besoin de tout pour faire fonctionner le corps. Le corps ne peut pas fonctionner sans ces différentes parties, mais chaque partie est autonome. Le cœur, c'est le cœur. Le cœur, c'est pas un moitié de poumon, un bout de rein. Voilà, le cœur, il a un fonctionnement, une raison d'être. Il pompe le sang. Il a des ventricules. Il y a des entrées, il y a des sorties, etc. C'est un organe particulier qui a son autonomie entre guillemets propre. Voilà. Et puis on peut, il est composé de cellules, mais les cellules du cœur ne sont pas les cellules du poumon, etc. Enfin bon, voilà. Je pense que vous avez compris. Si on revient à la logique de l'entreprise, on peut dire que dans une entreprise, on a la direction qui représente la structure, qui parfois fait le lien avec le conseil d'administration, mais voilà, c'est un cas particulier. Là, c'est un schéma que j'ai repris d'une présentation que j'avais fait avec un client. Et puis, on a le cercle central qu'on retrouve là, qui sont le cercle de pilotage. On a les leaders de chaque cercle, plus d'autres fonctions complémentaires, et ça représente l'essentiel de l'entreprise. C'est-à-dire que là, c'est comme si on avait un représentant du cœur, un représentant des poumons, un représentant du foie, etc. Tous les organes sont représentés, donc tous les rôles essentiels de la structure sont représentés et la direction est représentée. La direction à elle seule peut représenter l'ensemble de la structure. Le comité de pilotage, enfin le cercle de pilotage ou le cercle de direction, ou voilà, il peut prendre différents noms, ou le super cercle central représente l'ensemble de la structure aussi. Et ensuite, c'est décliné. Si on rajoute
le détail de chaque cercle, on va refaire apparaître les différents cercles avec les rôles qui occupent les cercles. C'est-à-dire que là, ce rôle-là de développement, c'est plusieurs personnes qui étaient ici représentées par son représentant, son leader. Voilà. Au niveau de la direction, c'est seulement le leader qui prend part aux décisions, plus éventuellement un représentant, mais ça, je le détaillerai plus tard. Et puis, au niveau de l'activité, le cercle est autonome. Et quand le cercle développement fait ses réunions, c'est les gens du cercle développement qui font des réunions et qui s'organisent entre elles. Le développement appartient aux gens du développement et les gens de la formation, les gens de l'animation, les gens de la gestion sociale et RH ne viennent pas mettre leur nez dans ce qui se passe dans le cercle développement. Voilà. Alors, je reviendrai sur ces logiques de frontières et de qui décide et de comment on fait, mais déjà, c'est un premier principe. Alors, je reviens à la comparaison des structures. Voilà, on a bien une hiérarchie des rôles dans une structure par cercle. L'idée que tout le monde va être mis au même niveau, c'est pas vrai. Alors, c'est vrai dans le sens que toutes les personnes faisant partie de la structure sont des personnes, donc à titre de personne, on est tous égaux. Il n'y a pas des personnes mieux que d'autres, il n'y a pas des gens qu'on va plus respecter que d'autres. Tout le monde est à égalité. C'est pour ça qu'on aime bien fonctionner par cercle, c'est la logique de la table ronde, c'est l'idée qu'on met tout le monde à égale distance du centre, c'est-à-dire tout le monde à égale distance de l'objectif du cercle, et tout le monde est partie prenante, tout le monde fait partie du cercle. Et puis, ça, c'est un des gros avantages des structures en horizontales, c'est que c'est des structures qui, dans leur ADN, ont comme principe que effectivement, on est tous égaux et il n'y a pas des classes, il n'y a pas des gens qui dominent, il n'y a pas des gens voilà qui sont plus importants que d'autres dans la structure, parce que les personnes peuvent avoir des rôles importants et des rôles plus subalternes. Je rappelle, une personne a plusieurs rôles dans la structure. Maintenant, si on a cette égalité à ce niveau-là, on a bel et bien une hiérarchie des rôles. C'est-à-dire que on a bien quelqu'un qui représente l'ensemble de la structure, qu'on va appeler premier lien ou qu'on va appeler leader de cercle. Et puis, on va avoir des gens qui ont des rôles. Et le cercle central a bien un rôle de définition de stratégie, de définition de moyens, de définition de politique qui s'impose aux sous-cercles qui doivent exécuter la politique décidée par l'ensemble. Donc, un cercle a un cercle supérieur, un cercle, comment dire, un cercle mère, si on veut, qui lui donne des directives. Et ce cercle-là a aussi son leader, c'est-à-dire que on s'est rendu compte, on a essayé de faire sans chef, on va dire voilà, tout le monde a des fonctions équivalentes, sauf que il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui coordonne, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nomme un peu les personnes dans les rôles, même s'il peut prendre l'avis de l'équipe pour ça en faisant par exemple une élection sans candidat, mais il y a besoin de coordination, il y a besoin d'animation, il y a besoin de suivi. Et là, on a ce qu'on appelle un leader qui n'est pas un chef, qui ne décide pas à la place des autres, mais qui a bien une fonction de responsabilité, une fonction de représentativité de l'activité que les autres n'ont pas. Donc, on a bien une hiérarchie de rôle, une hiérarchie de cercle, c'est-à-dire le super-cercle impose sa logique au sous-cercle. Mais le sous-cercle est autonome pour définir ses prérogatives. Alors, je vais poursuivre et puis on va revenir sur cette notion-là, ça va s'éclairer petit à petit. Je sais que ça fait beaucoup de concepts, ça fait beaucoup de logiques différentes à intégrer, mais les choses vont se compléter les unes par rapport aux autres. Alors, je poursuis.
La, un rôle, c'est, j'ai beaucoup parlé de rôle dans cette présentation. Un rôle en holacratie, ça se définit avec par trois entrées. C'est d'abord une raison d'être, c'est des domaines de responsabilité et des redevabilités. La raison d'être, c'est l'utilité du rôle. Si ce rôle existe, si on a eu besoin de définir ce rôle, c'est qu'il permet de réaliser quelque chose, une partie de la raison d'être globale. Pourquoi il y a un rôle de commercial dans une entreprise? Parce que la raison d'être de l'entreprise, c'est de produire des services ou des produits ou des marchandises et d'aller les vendre. C'est pas produire pour produire, c'est produire pour vendre. Donc, il y a besoin de quelqu'un qui se charge de la relation commerciale. Donc, la raison d'être du commercial, c'est d'aller réaliser la mise sur le marché ou de réaliser la relation, de faire vivre la relation client pour l'entreprise. Voilà. C'est sa raison d'être. Dans un restaurant, le pâtissier, sa raison d'être, c'est de faire les gâteaux. Voilà, il fait pas rôtir les sangliers et les pintades. Il fait pas le service en salle. Le pâtissier, il fait la pâtisserie. Voilà, c'est clair, c'est son rôle. On a besoin de lui parce qu'il y a des desserts à la carte, donc il a son rôle, mais il fait pas le boulot des autres. C'est bien clair. Alors, justement, c'est clair parce qu'on a défini ces domaines. Les domaines, c'est là où le rôle exerce sa responsabilité légitime. C'est au pâtissier de définir comment il va pâtisser, comment il va cuisiner ses gâteaux, de quelle matière première il a besoin, de quels ustensiles il a besoin, parce que c'est lui le pâtissier, c'est lui qui sait, donc on va lui faire confiance. La pâtisserie, c'est toi, on te laisse faire, tu nous dis de quoi tu as besoin, voilà. Simplement, le pâtissier, il fait pas n'importe quoi, il fait ce qui est au menu. Le pâtissier, il va se coordonner avec les autres membres de la brigade de la cuisine. Il va pas aller se mêler de goûter les sauces, de servir en salle ou d'encaisser les clients. Voilà, il y a des zones de pouvoir qui sont bien définies et il y a des sujets réservés. Voilà. Et c'est ça qui donne de l'autorité ou qui donne un pouvoir de décision aux gens, c'est que dans une structure comme ça, quand j'ai un rôle, j'ai la responsabilité qui va avec, c'est-à-dire que je suis le gouverneur du domaine qui va avec. Le pâtissier gouverne tout ce qui concerne la pâtisserie. Voilà. Mais le chef, le grand chef dans la cuisine, c'est quand même lui qui coordonne l'ensemble de la brigade. Voilà. Et c'est pas non plus le patron du restaurant qui, lui, a d'autres prérogatives. Mais le pâtissier a son domaine de responsabilité. Donc, il est décideur quelque part et il peut imposer des choses aux serveurs. Par exemple, il peut dire que telle pâtisserie se sert dans tel type d'assiette et les serveurs n'ont pas à changer ça. C'est décidé par le pâtissier et par personne. Voilà. Et puis, les redevabilités, c'est quoi? Les redevabilités, c'est ce que le rôle doit aux autres rôles ou doit à l'ensemble. C'est les résultats que le système demande au rôle. C'est ce qu'il s'engage à faire, c'est le service rendu. J'ai mis au client interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est censé faire. Par exemple, le pâtissier, toujours, il est censé préparer des desserts, il faut que ce soit à la bonne température, c'est-à-dire que si c'est un moelleux au chocolat, il doit être servi tiède et pas froid. Donc, il a la responsabilité de gérer ça. Il a la responsabilité, peut-être si c'est lui qui dresse les assiettes, de faire des assiettes très propres et pas toutes baveuses avec des taches, des machins qui dépassent ou des garnitures qui manquent. Voilà. Il doit ça au serveur pour que le serveur puisse correctement faire son travail et que le serveur puisse correctement donner satisfaction au client, au consommateur, qui va recevoir bel et bien ce qu'il a commandé et puis quelque chose de tout à fait dans les normes qualité qu'on lui estime. Voilà. La redevabilité du pâtissier, c'est aussi de gérer ses approvisionnements, de passer commande des fournitures. Voilà. Il doit sans doute tenir un budget. Voilà. Il doit tenir son poste de travail propre. Il doit voilà.
il a des redevabilités, il est redevable de quelque chose dans le système, c'est-à-dire qu'il ne fait pas complètement ce qu'il veut, il est tenu de tenir des obligations. Voilà. Là encore, c'est rien de nouveau. On a dans les structures pyramidales, on a bel et bien un intitulé de poste avec une mission qui est plus ou moins claire, on a des responsabilités et puis on doit bien produire des choses. Simplement, c'est souvent moins bien défini, moins précisément défini dans les structures classiques que là. Pourquoi là, on a besoin de le définir davantage? Parce que on se donne comme objectif ou comme principe de fonctionnement que on va donner de l'autonomie à la personne. Donc, pour que la personne puisse être autonome, elle a besoin de savoir exactement quelle est son utilité, ses domaines de responsabilité et les domaines où elle n'est pas responsable, où elle doit tenir compte d'autres décideurs qu'elle-même. Et puis, elle doit savoir quelles sont les responsabilités, les redevabilités qu'elle doit aux autres. Ça, c'est fondamental. C'est ce qui permet d'être autonome. Être autonome, c'est-à-dire que je peux effectivement, sans avoir à demander des permissions dès que je veux faire quelque chose, sans avoir à demander des consignes claires pour exécuter des tâches qu'on définirait à ma place, je suis autonome pour organiser mon travail comme je pense qu'il doit être. Et l'idée, c'est le pâtissier qui sait le mieux comment on fait de la pâtisserie dans le restaurant. Alors peut-être le chef le sait aussi, mais parfois le chef peut être moins technicien que son collaborateur. On voit ça tout le temps dans l'entreprise. Les informaticiens, ils maîtrisent l'informatique. Le patron, souvent, il est largué. La question des RH, voilà, on a des spécialistes RH. Le commercial, la relation client, on a des spécialistes pour ça aussi dans l'entreprise. Donc, il est bien plus performant de confier à ceux qui font le boulot sur le terrain la charge de définir comment le boulot doit être fait de manière optimum. Mais en tenant compte d'un budget, en tenant compte d'une politique, en tenant compte d'autres choses. Voilà, on ne décide pas de tout n'importe comment. Chacun n'en fait pas qu'à sa tête. C'est chacun prend un bout de la responsabilité de la raison d'être globale du système. Et c'est ça la grosse différence. Et la définition des rôles est vraiment centrale pour réaliser ça. Et tout part de là. Et c'est vraiment la clé. Alors, c'est central, c'est la clé. Du coup, c'est un domaine qui n'est pas forcément évident à faire. Définir des rôles clairs, ben, des fois, ça demande des allers-retours, ça demande des adaptations. Là aussi, un écueil, c'est qu'on croit que tout doit être clair immédiatement et dès le départ. Non, la réalité, c'est que les rôles se clarifient petit à petit. On part avec une structure où on se dit, bah voilà, globalement, ça va fonctionner comme ça. Et après, on affine. On voit, en fonction des résultats qu'on obtient, on voit si c'est optimum, s'il faut aménager des choses, s'il faut créer d'autres rôles, s'il faut en supprimer, s'il faut faire autrement. C'est dans la rencontre entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé, entre le prescrit et le réel, entre la vision de l'entreprise et puis ce que veulent les clients, que les choses vont s'affiner. Et on n'évitera jamais ça. Il faut sortir de l'idée que ce système-là va être une panacée ou une solution miracle qui va régler ce problème de l'adéquation de la structure avec les besoins. C'est jamais clair, c'est jamais parfait. On ne peut jamais rien graver dans le marbre de manière définitive. C'est toujours quelque chose qui va s'améliorer, qui va se peaufiner au fil du temps. Et l'intérêt de ces démarches-là, c'est qu'elles permettent, comme tout a été clarifié, raison d'être, domaine, redevabilité, ça va permettre quand on a besoin de changer quelque chose, c'est écrit et on peut regarder et on peut décider de modifier un bout de la raison d'être. On peut rajouter des domaines, on peut
ou en enlever. On peut rajouter des redevabilités pour clarifier le qui fait quoi. Voilà, parce qu'on aura besoin de le faire. Là, on sera plus en capacité de le faire parce qu'on sera plus en conscience de qui fait quoi et où sont les personnes responsables et où sont les conséquences si on bouge quelque chose. Voilà. Alors, il y a des règles dans ces structures-là, des règles de coopération. On a le devoir de transparence par rapport au leader de rôle. C'est-à-dire que quand on a un rôle qui dépend, un rôle à l'intérieur d'un cercle, donc qui dépend d'un leader de cercle, leader de rôle, on lui doit d'être transparent sur l'activité qu'on a. C'est-à-dire que oui, le pâtissier fait ce qu'il veut, il s'organise comme il veut, mais il doit clarifier son activité en termes de projet et de prochaine action. Il doit dire sur quoi il travaille. Que, voilà. Alors, je vais sortir de l'exemple du pâtissier, mais un chef de service, enfin, ou une personne qui travaille dans un service doit dire sur quel projet elle travaille, sur quelle action client, sur quelle production elle travaille en ce moment, et puis qu'est-ce qu'elle va faire prochainement pour continuer à faire avancer l'activité ou faire avancer la réflexion de l'entreprise. Elle doit prioriser les tâches et mettre des dates. Elle doit s'engager vis-à-vis de ses collègues à dire, bah voilà, ça je le fais et j'aurai fini à tel moment. Voilà, on a besoin de visibilité, on a besoin de points de repère, on a besoin de suivre les projets et ce mode de fonctionnement horizontal, il est tout à fait compatible avec une gestion en mode projet. Simplement, on a des collaborateurs, on a des ressources dans le projet qui sont relativement autonomes dans le cadre d'un projet global. On a le devoir d'être transparent par rapport aux points de checklist qu'on assume, c'est-à-dire que quand dans une réunion on définit des points et quand on s'engage à faire des choses, on liste des activités et puis il faut les faire et puis il faut pointer ça et il faut dire un peu qui fait quoi, où on en est. Et puis c'est aussi nourrir les indicateurs. Ça, on y reviendra, c'est un point clé aussi pour que l'équipe puisse définir son activité, définir sa stratégie, définir les rôles, etc. Il faut qu'on soit clair sur la raison d'être et qu'on soit clair sur l'avancement de l'activité. Pour que ce soit clair, sans qu'on ait un chef qui rassemble tout et qui décide pour tout le monde, il faut que les données qui vont servir à nourrir les indicateurs de l'activité soient collectés et partagés. Les indicateurs de l'activité, c'est quoi? Ce sont les chiffres ou les faits qui permettent de vérifier où on en est de l'activité. Alors, le plus facile, c'est les chiffres. On en est où du chiffre d'affaires? Combien on a fait de ventes ce mois-ci? Combien on a produit dans la journée ou dans le mois? Voilà, ça, c'est des chiffres concrets. Et puis des fois, les indicateurs, c'est plutôt qualitatif. Quelles sont les erreurs ou quel est le degré de satisfaction des clients, quelle a été l'audience, enfin, c'est des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir des choses qui soient mesurables, qui permettent de dire on est dans l'objectif, on est plus loin, on est moins loin, on est allé, on est au bon endroit, on a atteint la cible ou pas. Et ça va être important de garder ça en ligne de mire, comme ça l'est dans les entreprises traditionnelles. Simplement là, on l'a mis au cœur des processus parce que c'est important, donc pas oublier de le faire. Voilà. On a aussi un devoir de traitement. Devoir de traitement des tâches, ça consiste à demander des clarifications si on en a besoin. Si on n'a pas tout compris, on pose des questions. Ça veut dire accepter des requêtes pour un projet ou une prochaine action. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus, mais les autres en ont besoin. Donc, faut être capable d'accepter ce qu'on nous demande. Mais pas que. On va voir qu'on peut refuser aussi. Pareil pour les requêtes pour un domaine, c'est-à-dire que quand un domaine d'activité a besoin que des choses soient faites,
la personne se doit d'accepter ce qui doit être fait. C'est-à-dire que ça, c'est un peu des parades à une logique ou à une peur que certains auraient, que ah ben, si on laisse faire les gens, ils font que ce qu'ils veulent et puis ils font plus ce qui doit être fait. Et puis voilà, du coup, il y aurait des choses qui seraient pas faites. Non, la structure prévoit que il y a des choses qui puissent s'imposer à nous, mais à nous dans le cadre des domaines, des responsabilités qu'on a pris. C'est-à-dire qu'on a on a des droits et on a des devoirs. Voilà. Donc ça, là aussi, c'est des choses qu'on connaît ailleurs, mais là, on verra que c'est organisé un peu autrement. Voilà, et puis devoir de priorisation, c'est d'abord traiter les demandes du leader, ensuite les réunions, ensuite les priorités du cercle et ensuite les échéances. Voilà. Alors, pourquoi, par exemple, les réunions, les priorités au cercle? Parce que on va donner la priorité à ce qui est collectif. Parce que si on traite pas le collectif, c'est tout le collectif qui est planté, qui est en panne ou qui est en attente, ou qui se trompe. Si je fais moi d'abord et après les autres, bah oui, moi j'avance, mais je bloque peut-être tous les autres, voire voilà. Et puis il y a plus de coopération, il y a plus de lien. Donc on est sur des choses comme ça. Et puis on voit que la première des priorités qui est définie en holacratie, c'est le traitement des demandes du leader. Donc on a bien quelqu'un qui a une fonction de leader et qui a des demandes et qui va pouvoir me faire des demandes qui vont s'imposer à moi et qui vont s'imposer à tout le reste. Comme ailleurs, là aussi, ça garantit pas que les demandes seront intelligentes, adaptées, voilà, que c'est cohérent, parce que le leader, il peut comme partout ailleurs, se tromper, il peut abuser de son pouvoir éventuellement, il peut décider des trucs, un jour il décide d'un truc, le lendemain il fait autrement, il se contredit, etc. On va pas vraiment pouvoir éviter ça avec cette structure. Simplement, on verra qu'on a des lieux et des moyens pour réguler ça et pour éviter que ça arrive trop souvent. Et puis, on verra que les leaders, de par leur rôle, de par leur fonction, de par leur posture, ils ont les moyens d'être plus à l'écoute, d'être plus dans un mode participatif. Ils seront encouragés à être plutôt animateurs que donneurs d'ordre ou contrôlants. Ils vont être plutôt dans le partage, dans l'écoute, dans la délégation. Et du coup, ça va faire que quand ils font des demandes, ça va être rare. Enfin, ça va être plus rare parce que quand le système fonctionne, il fonctionne et il n'y a pas besoin de rajouter des demandes supplémentaires. Et puis quand c'est fait avec l'intelligence. Intelligence. En tout cas, on peut le supposer. Voilà. Je vais pas aller plus loin sur ce thème. Voilà, alors c'est ce qu'on pouvait dire dans les grandes lignes sur le sujet. Bien sûr, on n'a pas tout évoqué. Et puis, il y a des compléments dans les autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder la totalité des vidéos avant de vous poser trop de questions, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui sont dans les autres vidéos également, puisque tout est lié. Voilà, et puis vous avez vu il y a les coordonnées du site. Voilà, à bientôt.